Le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et CanCovid organise une série d'événements mensuels, résultats et implications de la recherche. L'objectif est d'offrir aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux Canadiens les derniers résultats liés à la COVID-19. Pour en savoir plus sur la façon dont les deux organisations ont contribué à éclairer les politiques de santé publique pendant cette pandémie, veuillez visiter nos sites web à covid19immunitytaskforce.ca/fr et cancovid.ca/fr. De la part de CanCovid, merci pour être venu. Nous sommes tout à fait prêts pour commencer. Merci à vous tous. Nous avons dû faire face aux quelques défis avec Zoom et nous sommes prêts. Merci de votre patience. Je voudrais commencer en juste je voudrais partager quelques brèves instructions pour les participants. Mot aujourd'hui, but I'd like to give some instructions to our On m'a demandé de partager quelques brèves instructions pour nos participants français afin qu'ils puissent accéder aux traductions en direct, puis je répondrai en anglais. instructions pour nos participants français afin qu'ils puissent accéder aux traductions en direct. Note à l'attention de nos participants francophones, nous vous invitons à vous rendre au bas de votre écran Zoom où se trouve une icône ressemblant à une globe. Pour indiquer votre langue de préférence, cliquez sur ce globe et sélectionnez French. Dès que notre conférencier commence à parler, vous allez entendre notre traducteur. En tout temps, si vous souhaitez revenir à la version anglaise, vous n'avez qu'à cliquer sur le globe et à sélectionner Off. De plus, vous verrez qu'une version française de la présentation a été partagée dans le chat. Si vous désirez suivre la présentation en français uniquement, alors toutes nos présentations aujourd'hui présenteront en anglais. Alors, we'll just make sure that all those who are listening in French. Maintenant, nous allons prendre juste un instant pour permettre à nos participants français d'activer leur service d'interprétation. Bon. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir de vous présenter notre modérateur aujourd'hui, le Dr. Upton Allen. Dr. Allen est titulaire de la chaire de recherche Bastable Pot sur la maladie infectieuse à l'Université de Toronto dans l'Institut de politique de gestion et d'évaluation de la santé. Il est scientifique agrégé principal à chef de la division des maladies infectieuses du Hospital for Sick Kids et chef intérimaire du Centre de greffe et de médecins régénératifs, département de pédiatrie, Université de Toronto. Et merci pour votre temps, Dr. Allen. Je vous cède la parole. Merci Timothy pour votre amable présentation et pour votre aide à mettre en place nos participants français avec la traduction. Bienvenue à tous au premier volet de la nouvelle série de séminaires du GTIC et de CanCovid, résultats de la recherche et implications. Notre sujet aujourd'hui est risque et impact de la pandémie de COVID-19 sur les enfants du Canada, leurs parents et leurs enseignants. Dernier résultat de recherche et implications politiques. Bon, j'aimerais ajouter que vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin des présentations pour poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans la boîte de clavardage et je poserai à nos intervenants le plus grand nombre de questions possibles au cours de la foire aux questions qui aura lieu à la fin de la présentation.
Sans plus tarder, je vous présente notre premier intervenant de la journée, Dr. Timothy Evans, et il est le directeur administratif du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Il va partager avec nous aujourd'hui un bref aperçu des domaines de recherche et des différentes études de GTIC. Timothy, la parole est à vous. Merci. Merci. Je voudrais juste ajouter que le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 a été établi en 2020 pour appuyer la recherche relevante partout au Canada qui sera important pour les personnes qui prennent les décisions pour mieux comprendre la réponse et l'immunité, la réponse à la pandémie de la COVID-19 afin de protéger le mieux possible la population. Bon, il y a plusieurs domaines prioritaires de la recherche. Ils ont évolué au fil du temps, mais pour évaluer le niveau d'infection, on mesurait les infections intérieures au niveau de tests de anticorps pour voir la réponse immunitaire à l'infection et pour s'assurer que nous ayons les tests efficaces pour comprendre les niveaux d'immunité. Et plus récemment, avec le développement des vaccins, c'est comprendre la sécurité et efficacité des vaccins. Alors, durant les derniers 18 mois, nous avons appuyé 108 études à travers le pays qui correspondent avec ces domaines de priorité. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs études avec une concentration sur les enfants, les parents et les enseignants et tous les intervenants vont être présentés, mais cette diapositive vous montre vraiment ce sont les intervenants qui se trouvent à travers le Canada et travaillent d'arrache-pied pour fournir une meilleure compréhension de ces études. Alors, il y a toujours des questions sans réponse sur le SRAS-CoV-2 et les enfants liés à l'infection, la quantité d'enfants qui sont infectés. Pourquoi sont-ils plus probables d'être infectés? Il y a les enfants, il faut mieux comprendre qui a un risque majeur et puis quelles sont les différentes options, les différents non pharmaceutiques et aussi les milieux dans lesquels les enfants se trouvent à la maison et à l'école et quelles sont les possibilités de vaccination au niveau de risque et bénéfices pour les enfants, les familles et leurs enseignants. Ce sont les thèmes vraiment opportuns parce que nous sommes en septembre, nous avons une variant de Delta qui a vraiment dynamisé la quatrième vague. Et maintenant, il y a la question au niveau de la vaccination pour les enfants moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous pouvons mieux aider pour informer les politiques pour le Canada pour protéger leurs enfants quand on va de l'avant. Et cela dit, je voudrais céder la voix à Dr. Allen. Merci pour donner cet aperçu. Maintenant, je voudrais présenter Dr. Megan Azad, professeure agrégée en pédiatrie et en santé de l'enfant à l'Université du Manitoba et chercheuse scientifique à l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants du Manitoba. Elle fera une présentation sur l'étude de
cohorte Child. Megan, bienvenue. Oh, merci, merci. Nous voudrions présenter quelques conclusions de l'étude de cohorte qui s'appelle Child. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, de représenter plusieurs intervenants. Nous avons, bon, Kristen, ça c'est un enfant qui a partagé son art. Et bon, il y a quelques autres tableaux aussi. Alors, cette étude est avant la pandémie, comme par une décennie. C'est une étude qui a commencé à peu près en 2010, quand nous avons inclus les mères enceintes pour suivre à eux, leur famille, pour comprendre les facteurs qui façonnent la santé dans ces trajectoires. Alors, nous avons fait la collecte de données, les questionnaires au niveau de la nutrition, le stress, l'environnement à la maison, le milieu à la maison et avant de la naissance des bébés. Et nous avons fait un suivi en 2020 c'est-à-dire nous faisons nous faisions un suivi, mais après le début de la pandémie, nous avons arrêté, mais après, nous avons pensé qu'il faudra mieux prendre cette plateforme financée par les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada, pour voir comment toutes ces données, toutes ces expositions liées avec les familles peuvent expliquer l'influence de la COVID-19 au niveau de la pandémie, de vivre, éprouver le stress, la résilience et tout cela. Alors, nous avons fait une demande aux IRSC et heureusement, nous sommes financés par par les IRSC et aussi avec le GTIC. Alors, nous sommes chanceux là-dessus. Alors, notre plan pour cette recherche, c'est combiner les données préexistantes de l'étude Child. Il y a plus de 12 000 individus qui participent dans ces études dans ces 4 provinces. Et nous avons toute une collecte de données, les volets biologiques au niveau de le microbiome, les facteurs sociaux, les milieux, l'environnement, etc. Et puis ici, nous avons combiné tout cela avec les nouvelles données probantes. Alors, par exemple, nous avons les questionnaires hebdomadaires pour voir si les enfants et leurs proches ont été testés et aussi les différents sondages et nous demandons de reprise de tests de prévalence avec un échantillon de sang sèche. Nous avons mesuré si les enfants ou les personnes sont symptomatiques, asymptomatiques et nous avons aussi fait mis en relieu l'isolement social, l'insécurité alimentaire, stress, etc. Et puis, nous avons regardé la gestion de la pandémie et les politiques sanitaires et économiques, par exemple, fermeture de l'école. Et puis, nous avons rencontré l'Agence de santé publique du Canada dans tous les 4 provinces pour entendre d'eux et pour adapter nos sondages ou nos questionnaires en temps réel. Je ne vais pas me concentrer là-dessus aujourd'hui, mais aussi la possibilité d'étudier la pandémie et la santé au futur de ces familles, parce que nous, au fil du temps, nous voudrions suivre ces familles pour avoir une empreinte psychosociale aussi à mesure que nous avançons. Alors, voici la quantité, la population à l'étude des cas de COVID-19. Nous avons ici l'âge de 10 ans et aussi quelques enfants qui sont les frères et sœurs des enfants. Ici, il y a aussi un autre pic, ça c'est les parents. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 153 de la COVID dans l'étude, c'est-à-dire 2,9%. Et vous pouvez voir la prévalence dans les différents camps
entre la différence prévalence dans les différents centres avec une pic à Edmonton. Alors, voici quelques résultats de nos sondages. Ici, ils demandent les changements quotidiens dans les routines des enfants. Et c'est pas étonnant, mais les enfants utilisent les médias pour les raisons non scolaires. Et l'utilisation des médias pour l'école et bon, temps passé avec des amis à distance et aussi le temps passé avec des amis en personne. Nous avons demandé aux enfants comment ils se sentent et 32 d'entre eux rapportent qu'ils se sont agités, 29% qui se sont irritables. Et ça, c'est préoccupant parce que ça peut être un signe des problèmes de comportement, il peut avoir des impacts là-dessus. Un sur 5 qui étaient préoccupés sur la santé mentale, isolés, ou ils ont rapporté qu'ils étaient anxieux. Mais nous avons aussi posé des questions, pas sur les choses que négatives, mais aussi sur les résultats positifs. Et jusqu'à 80% des familles ont rapporté au moins un résultat positif durant la pandémie, de passer plus de temps avec la famille, plus d'exercice, une alimentation plus saine. Et puis, c'était intéressant, quelques familles, on a économisé au niveau économique et puis plusieurs personnes avaient rapporté qu'ils ont des nouveaux animaux de compagnie. Et puis, qui suit? Quelles sont les prochaines étapes que nous allons prendre? Nous posons plusieurs questions sur les mesures sanitaires, sur les vaccins contre la COVID. Nous avons fait un lien avec un réseau qui s'appelle CANU, avec l'indice de la vie active et aussi sur les effets psychosociaux de la pandémie de la COVID-19 sur les familles canadiennes. Nous avons posté plus d'informations dans notre site web. Vous pouvez diriger à notre site web childstudy.ca. Nous sommes engagés d'actualiser cette page régulièrement et je voudrais remercier les personnes qui travaillent là-dessus. Et je voudrais souligner que nous sommes montrés dans le rapport de Enfants d'abord au niveau des 10 différentes menaces qui sont posées c'est-à-dire les 10 principales menaces qui présentent aujourd'hui sur les enfants au Canada. Et tout d'abord, je voudrais remercier nos collaborateurs et toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus. Merci à l'équipe et à nos bailleurs de fonds. Et maintenant, je voudrais repasser la voix à Dr. Allen. Merci, Megan, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui votre travail sur l'étude de cohort Child et d'avoir inclus les résultats positifs et ce qui est à venir. Je vais maintenant pivoter et présenter notre prochain intervenant qui est le Dr. Jonathan McGuire, professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Toronto, scientifique au MAP, Center for Urban Health Solutions de l'Ishang Knowledge Institute et de l'hôpital de St. Michael's et pédiatre à l'hôpital St. Michael's. Jonathan présentera son travail au sein des Target Kids, un groupe de recherche appliqué. Jonathan, je vous cède la parole. Oh, merci, merci. Je travaille dans un projet qui s'appelle Target Kids. Nous travaillons avec les fournisseurs de santé dans leur bureau et nous voyons les enfants qui sont pris en charge par les fournisseurs de santé tout au fil de recevoir le soin de santé. Nous avons développé cela en 2008 et nous avons un peu moins de 11 000 enfants et nous avons aussi
14 différents cabinets dans la région de Toronto, à Montréal et à Kingston. Nous avons changé notre étude pour voir comment la COVID-19 affecte les enfants et leurs familles. Vous pouvez voir aussi les participants de Target Kids et voici les zones chaudes à Toronto à la droite et plusieurs de nos enfants se trouvent dans ces zones. Nous pensons que c'est tellement important d'étudier ce volet. Alors, nous voudrions savoir comment la COVID-19 et la vaccination contre cette maladie affectent les enfants. Nous avons fait les tests sérologiques pour voir si les enfants ont été exposés à la COVID-19 et nous avons suivi la vaccination pour les enfants et les parents et les sondages que nous avons menés au niveau de la santé et comment les familles font face à tous les défis présentés par la COVID-19, y compris l'école, l'apprentissage. Alors, voici l'étude de Target Kids qui a été lancée grâce à le financement des instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC, et grâce à le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Alors, nous avons déjà mené plusieurs plusieurs questionnaires là-dessus. On fait 10 000 questionnaires qui ont été remplis et 93 tests sérologiques de la COVID-19 qui ont été faits. Voici notre population de l'étude sur la COVID-19 au niveau des différents âges. Au niveau de la séropositivité à la COVID-19, 12,6% des parents étaient séropositifs et 2,8% d'enfants séropositifs. Au niveau de la vaccination, 2,6% de parents ont reçu la première dose et 3,4% ont reçu leur deuxième dose jusqu'à juillet de cette année. Et les enfants moins de 12 ans n'ont pas reçu le vaccin contre la COVID-19. Alors, nous avons posé la question aux parents, qu'est-ce qu'ils pensent au niveau de la vaccination? Et voici la réponse des parents en rouge et en bleu. Voici les réponses des enfants. Et à la gauche, oui, je suis convaincue de l'importance des vaccins contre la COVID-19 et 3% des parents n'étaient pas convaincus et 8% de leurs enfants n'étaient pas convaincus. Alors, il faut travailler avec les parents et les enfants pour changer leur perception reliée à la vaccination. Nous avons aussi tracé le respect des directives et consignes sanitaires, la distanciation, de ne pas se rassembler, la distanciation physique. Alors, nous avons tracé la conformité aux différentes mesures et voici quelques lignes qui sont en haut et en bas, qui sont, qui sont ici à la gauche, mais à la droite, ça montre ce que les enfants ont rapporté. Les enfants ont eu plus de problèmes pour respecter les consignes au niveau de la distanciation physique, etc. Et nous savons que les facteurs socio-économiques ont influé sur la capacité des familles à suivre les directives sanitaires. Et nous savons aussi qu'il y a moins, par exemple, les directives sanitaires ont entraîné moins de temps à jouer dehors et plus de temps devant l'écran. Et puis, nous avons consulté avec le Sick Kids Hospital, disant que l'isolement social a affecté les enfants d'une manière incroyable. Comme vous savez, le temps devant l'écran, ça montait parce qu'il utilisait le temps devant l'écran pour l'école, pour la socialisation. Et nous avons eu
une croissance une moyenne de 2,8 heures. Il y avait une croissance qui était liée avec un taux plus haut de irritabilité et hyperactivité. Ce sont les données non publiées. Alors, comment la COVID-19 a affecté l'école? Tout au début en Ontario, quand les parents pouvaient choisir entre l'apprentissage en classe ou l'apprentissage à distance. Alors, 65% de nos enfants ont choisi apprentissage en classe et 25% apprentissage à distance. 61% des enfants ont choisi l'apprentissage face à face, tandis que ou 46% ont choisi cela à distance. Je voudrais juste remercier toute notre équipe de l'étude. Si vous désirez savoir plus, vous pouvez visiter notre site web qui est présenté ici dans cette diapositive. Merci, Jonathan, d'avoir partagé les résultats de travail de votre équipe, notamment l'adhésion aux directives de santé publique, les effets sur les enfants et les familles, le temps d'écran et l'impact sur les écoles. Bon, ce sont plusieurs enjeux sur lesquels il faut continuer à travailler. Notre prochain intervenant est le Dr Manish Sarangani. Manish est professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de la Colombie-Britannique et directeur du Centre d'évaluation des vaccins à l'hôpital BC Children's Hospital. Et il va parler de l'étude qui s'appelle Spring. Alors, merci à le groupe de CAN COVID et au groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Alors, Spring, je veux dire, qu'est-ce que c'est l'étude Spring, la prévalence du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère chez les enfants et les jeunes adultes de la Colombie-Britannique, une étude observationnelle pour surveiller tout ce qui est arrivé. Prochaine diapo, je vous en prie. Au cours de 12 à 18 mois et pendant la pandémie. Donc, ça s'agit des points de temps différents pour regarder le taux d'infection et tout individu est réparé comme en étant positif au COVID-19. Nous cherchons vraiment, nous visions des enfants en bonne santé, mais aussi des enfants avec des problèmes de santé n'ont pas été exclus, ce qui représente baissé par rapport à la distribution géographique des participants de notre étude. Les critères de l'étude sont simples, donc c'est un peu différent aux autres deux études que vous avez entendues. C'est des cohortes qu'on a fait ce travail dans ces nouvelles études. Donc, soit les participants eux-mêmes ou les parents qui ont donné des consentements en dessous de 25 ans et des résidents de BC. Et comme vous avez entendu, similaire à certaines d'autres études, les échantillons que nous recrutons, c'est des gouttes de sang séchées en utilisant une technique, un panneau bien visé pour regarder les anticorps. Prochaine diapo. Cela démontre un des processus qu'on utilise pour annoncer l'étude en disant que l'enfant a été recruté ou qui s'est inscrit dans l'étude, ils vont recevoir un sondage à travers en ligne qu'ils peuvent compléter. Cela peut se réaliser depuis la maison. Et soit pour les enfants plus grands, ils ont collecté eux-mêmes, ou pour les plus jeunes enfants, ils ont collecté eux-mêmes quelques gouttes de sang de la part d'un doigt ou pour les enfants sur le talon, qui sont envoyés par courrier à nous. Tout cela peut se réaliser sans que les gens quittent leur maison. Donc, le premier portrait, je vous montre, ça a été collecté entre l'hiver de 2020 et 2021, novembre à mars. Nous visions des personnes avec 500 par tranche. À la fin, nous avons juste 2500, un peu plus. Et nous avons reçu des échantillons testés de la plupart des personnes inscrites.
Et nous étions donc... La plupart des échantillons ont été collectés jusqu'à fin printemps, mais la plupart entre janvier à mars. Il faut garder en tête, en fait, que là où on a collecté les échantillons, et le deuxième partie, là, c'est le deuxième portrait est en cours. Et donc, l'inscription pour cela, on souhaite obtenir des données sur les changements qui pourraient avoir eu. Ça, c'est les données principales des résultats des anticorps qui vous montrent les taux des anticorps positifs dans des différentes tranches d'âge. Je crois qu'il y a deux choses à retenir. En fait, jusqu'à ces premiers 4 groupes, jusqu'à 20 ans, c'est un peu stable. Donc, la ligne noire démontre un estimé sûr avec la partie grise. C'est autour des 4%. Nous avons repéré 4% qui avaient des anticorps contre le COVID-19 après un échantillon. Et donc, quand on a réalisé l'étude, si vous regardez le dashboard de BC, les taux d'infection étaient autour de 1%. Et entre 20 ans, c'était de 20%. Donc, en mesurant les anticorps, il y avait des infections légères ou asymptomatiques qui ont été détectées à travers des cliniques de dépistage. Ce qui est aussi intéressant, si vous regardez le tranche d'âge de 20 à 24, ils ont une tendance plus haute d'infection, donc 3% de ce groupe-là qui a été affecté. Mais le taux dans notre étude est un peu plus haut que les tranches d'âge plus jeunes, autour des 7%, ce qu'on attendait sur les données de dépistage. Et je crois que ça, c'est très important dans l'avenir. Comme nous allons avoir des vaccins disponibles pour les adolescents et des autres tranches d'âge, les autres complications que nous avons eues dans les enfants à cause de COVID-19, jusqu'à mars de cette année, c'est relativement bas par rapport à la population qui est infectée. Suivant. Ensuite, nous avons réalisé dans les autres études de demander leur confiance envers les vaccins contre le COVID. Et ça, c'était avant que les vaccins soient disponibles pour les enfants. Pour les enfants plus jeunes, c'était les parents. Et donc, 3/4 des individus disaient qu'ils avaient l'intention de recevoir un vaccin de COVID-19. 7% avaient déjà décidé qu'ils ne voulaient pas recevoir un vaccin. Il y avait une zone entre les deux qui était sans avoir pris de décision. Ce qui est intéressant d'augmenter la confiance envers les vaccins, les personnes qui étaient confiantes vers les vaccins comprenaient les bénéfices. Le centre et l'officier de santé publique de BC était vraiment une voie de confiance pour les vaccins, les informations sur les vaccins qui venaient aussi des réseaux sociaux. Donc, les données de la part de celui-là. Il y a beaucoup de données ici et beaucoup de différents éléments différents dans le multivariant. Oui, les personnes qui étaient préoccupées par les vaccins, ceux qui voulaient recevoir le vaccin qui avait une attitude positive, qui pensaient que le COVID était une mauvaise maladie, avait plus tendance à recevoir un vaccin, étaient plus confiants de recevoir un vaccin et aussi que l'officier de santé par rapport à des modes de communication importants pour nous. Le prochain diapo. Pour les investigateurs et chercheurs, je souhaite remercier ici au laboratoire des BC-CBC et l'hôpital des enfants. En spécifique aussi, un énorme merci à Rkon Hee, qui est le directeur sur le centre d'évaluation des vaccins qui ont travaillé au cours des 18 derniers mois sans arrêt. Ça ne serait pas possible sans le soutien et l'enthousiasme de tous les participants de nos études. Donc, un grand merci à eux et au Task Force du COVID-19 aussi. Merci beaucoup. Génial. Manish, merci beaucoup. Un excellent travail. Notre prochain présentateur est Dr. Kate Zinzer, professeure adjointe à l'École de santé publique à l'Université de Montréal et qui est chercheuse au Centre de recherche en santé publique. Elle va présenter sur l'étude en cours encore et je vous passe le micro. Merci. Bonjour tout le monde.
Je vais présenter aujourd'hui l'étude encore, ce qui est un cohorte d'enfants entre 2 à 17 ans qui ont été recrutés dans des quartiers de Montréal qui ont été sélectionnés pour refléter les différentes tranches de population et aussi une étude intersectionnelle sur les professionnels. Et c'est similaire aux autres personnels des écoles. Et c'est similaire pour la prévalence et on cherche aussi la séroconversion. Les objectifs ont été aussi de comprendre les impacts du COVID sur la santé mentale ainsi que la prise de vaccins prochains. Pour la méthodologie, c'est un questionnaire en ligne et un consentement. Et ça, c'est un prélevé de gouttes de sang séchées à la maison. Les participants ont envoyé par courrier les gouttes de sang séchées à notre laboratoire et on les a prévenus des résultats ainsi que l'interprétation des résultats. Actuellement, nous avons fait 2 tours de collecte de données. Prochain. Voici les derniers résultats. Les derniers résultats pour la collecte des enfants en enfants. Le premier date d'octobre à mars 2021 et c'est une période de collecte plus longue. Et le deuxième rang, c'était de mai à août 2021. Le résultat, c'est les résultats pour le deuxième ronde. Donc, la séroprévalence pour la ronde 1, c'était 7 qui a augmenté à 10%. Et voilà, vous voyez la différence entre tranches d'âge et relativement la fait par l'éligibilité de l'enfant pour un vaccin. Nous voyons que la différence entre l'âge était pour les 2 rangs avec une augmentation à travers les 3 tranches d'âge, mais c'était plus grand dans les 12 plus années que c'était dû probablement au vaccin. Avec la première ronde, on a pu regarder la séroconversion, ce que veut dire que ces participants étaient négatifs avec la première ronde et positifs dans la deuxième ronde de collecte. Et à 5,5% d'un taux de séroconversion négative, ce qui était IBG négatif pour la deuxième ronde. Encore une fois, c'est préliminaire et actuellement, 5 de nos enfants ont été déclarés d'être hospitalisants et 4 avaient des symptômes. Le prochain diapo. Le graphique à gauche, ça démontre notre estimé du séroprévalence. Pour une période, on pourrait une séroprévalence avec le temps. Et ce que vous voyez derrière, les points pour la séroprévalence en bleu, cela montre les cas confirmés de COVID-19. Ce n'est pas surprenant donc que cela augmente avec le temps, donné ce qu'on voit par rapport au fardeau des cas. Nous devons mettre ça à jour avec les résultats plus récents. La positivité dans les foyers, nous devons mettre à jour ça pour la deuxième ronde. Pour la première ronde, c'était 11,2% et pour le 2, c'est 12,2%. Le prochain diapo. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité de nos parents sont soutenables que leurs enfants reçoivent les vaccins. En disant répondu, 44% des enfants étaient vaccinés et c'est 80 de ceux qui n'étaient pas vaccinés, 84% étaient probables de se faire vacciner. Le plus jeune l'enfant, le plus probable que leurs parents soient hésitants sur la réception du vaccin. Les grandes raisons pour que les enfants vaccinent à leurs enfants, ne vaccinent pas leurs enfants, c'est les effets secondaires, ne pas avoir beaucoup d'informations en croyant que dans le cas que leur enfant soit infecté par le COVID-19, que ce n'est pas grave. Par rapport à l'impact sur le mode de vie, pauvre exercice, nous avons rompu en groupe de 8. Ce qu'on voit, c'est que les parents ont moins d'activité physique, c'est bleu. Par rapport à la pré-pandémie, il y a une grande différence. Presque 70% des parents font moins d'exercice avant la pandémie. Et c'est similaire au nombre de temps passé à l'intérieur. Avec 90% au jour de l'usage des réseaux sociaux qui était associé de manière significative avec la détresse psychologique. Dans la deuxième ronde, nous avons un questionnaire juste pour des adolescents
qui reportaient les parents au nom de leurs adolescents, la santé mentale. Et les parents reportent des choses différentes par rapport leurs adolescents. Ce qui était intéressant, c'est l'irritabilité. C'était plus haut dans les parents que leurs propres adolescents. Mais la prévalence après, c'est sur la santé physique, la santé mentale. La prochaine diapo. Voilà les résultats préliminaires de la part de notre étude sur les personnels de mars à août, avec une séroprévalence dans les écoles, dans les personnels dans les écoles primaires. À base de nos dernières données, pour ceux qui n'étaient pas vaccinés totalement au moment du questionnaire, nous avons regardé la santé mentale ainsi que burn-out. Vous voyez qu'il y avait une fatigue élevée entre le personnel. Prochaine diapo. Pour conclure, nous avons des tendances de séroprévalence qui, avec une augmentation dans les enfants qui n'étaient pas possible de se faire vacciner. Et nous voyons aussi avec le temps, avec des gens qui étaient séropositifs, il y a une double vulnérabilité pour les enfants avec les parents qui sont des minorités visibles parce qu'ils sont plus probables d'être séropositifs et moins probables de se faire vacciner. Le personnel dans les garderies ont une augmentation par rapport à une infection par rapport aux enfants et une acceptance des vaccins plus élevée et des implications importantes par rapport au COVID sur l'exercice physique, moins d'activité physique, moins de temps passé dehors et plus de l'utilisation des réseaux sociaux. Et dû au fait de l'hésitance sur la vaccination nous recevons, nous sommes en train de développer un projet sur l'hésitance de réticence de recevoir et ça va vite être suivi par une deuxième partie. Merci. Une deuxième diapo. J'aimerais reconnaître le personnel aussi de l'étude, les chercheurs, Caroline Croche et les autres qui ont été impliqués et fondamentaux dans le développement de ce projet, ainsi que les enfants et les professeurs et le personnel qui travaille avec eux. Merci beaucoup. Thank you, Kate, for providing an overview of the seroprevalence study of SARS-CoV-2 Québec. Merci beaucoup sur l'étude sur le SRAS-CoV-2 à Québec. Par rapport à la réticence des vaccins, c'est un travail important. Notre prochain présentateur, ou présentatrice, c'est Dr. Brenda Coleman, chercheuse au Sinai Health System de Toronto et professeure adjointe à l'École de santé publique d'Alalana à l'Université de Toronto. Elle va présenter sur l'étude de l'épidémiologie de la COVID-19 chez les enseignants et les travailleurs en éducation. Brenda, à vous. Merci beaucoup, Dr. Allen. C'est un plaisir d'être ici. Nous, avec l'affection, nous appelons cela l'étude de cohorte 2, ce qui veut dire sur les enseignants. Prochain. Si je parle sur cela, sur le CCS, c'est ça. L'idée, comme la plupart des autres qui ont présenté aujourd'hui, c'est de regarder l'incidence de l'infection de la SARS-CoV-2 et les facteurs à risque associés à cette infection. Nous avons aussi l'impact psychologique et le stress. Nous voulons regarder les changements sur les anticorps avec le temps. Jusqu'à non. Nous regardons aussi leur intention de se faire vacciner ainsi que leur prise de vaccin concret. Et on cherche aussi l'instance de la réinfection. Et quand on a écrit cela, les vaccins n'étaient pas disponibles. Comme on le sait, maintenant les enseignants et la plupart des enseignants se sont fait vacciner. Et nous avons regardé sur les estimés des effets. On a commencé à recruter le 18 février et le 10 septembre, nous avons 3000 enseignants et d'autres professionnels de l'éducation uniquement en Ontario. C'est la seule province qu'on a regardé à cause des problèmes avec des comités d'éducation. Je ne dirais pas les problèmes, des défis, mieux dit, de travailler avec les comités d'éducation. Prochain. Donc,
des personnels dans l'éducation, que ce soit des janitors, des conducteurs de bus ou des profs enseignants, tous les professionnels dans l'éducation, d'un tranche d'âge de 18 à 74 ans, qui étaient sur les conseils scolaires de l'Ontario. Il pourrait être un employé du conseil scolaire aussi. Ça inclut des psychologues qui passent d'une école à l'autre et au personnel de maintien. Comme beaucoup entre les autres, on a réalisé tout en ligne. Ils vont faire un consentement en ligne, ensuite des sondages. Ils font un point de départ. Et à cause de la nouvelle année scolaire, on va demander qu'ils refassent cela avant le 21 septembre pour nous dire ce qui se passe au cours de cette année scolaire. Toutes les 2 semaines, ils vont faire un questionnaire court avec des expositions de variation, s'ils ont eu des expositions oui ou non, et quel type d'activité ils ont fait. Ils font un questionnaire dans le cas où ils présentent des symptômes ou dans le cas où ils ont eu un test COVID réalisé. Et tous les 13 mois, nous faisons un K10 pour regarder les niveaux de stress, pour voir si cela a une variation dans le temps. Nous demandons aussi qu'ils font une collecte de gouttes de sang séchées au moment de l'inscription et à plusieurs temps autour de l'administration d'un vaccin. La plupart, on reçoit 30 jours suite à une seconde dose et toutes les 13 semaines par la suite. Ces échantillons testés au laboratoire national sont testés pour les anticorps contre le spicule et le récepteur. Et donc, on a vu quelques résultats. L'un des résultats qui ont été envoyés pour l'application, ça regarde l'incidence cumulative de la COVID-19 au cours des premiers 18 mois de la pandémie. Pour cela, nous avions 2800 participants avec un âge moyen de 45 ans. Comme entendu, la plupart étaient femmes dans un poste d'enseignement, ça veut dire soit des enseignants ou des recteurs d'école avec des tâches ou fonctions d'enseignement. 60% qui étaient enseignants primaires et juste plus que la moitié avaient déjà reçu deux doses de vaccin. Nous avons trouvé que l'incidence cumulative d'infection par rapport à un échantillon ou sérologiquement à 3,6%, ce qui était un peu plus ou moins égal de ce qu'on avait trouvé à travers de diverses études en Ontario pour les adultes. Les facteurs de risque, ce n'est pas étonnant, pour la plupart, c'était le risque de l'exposition. Le risque plus élevé était dans les expositions aux membres du foyer. Et cela veut dire l'incidence plus élevée, c'est aux adultes dans les foyers, mais aussi significatif, c'était les enfants, des étudiants avec qui ils avaient eu des expositions, qui avaient été testés pour le COVID. Une chose dont on parle dans notre discussion, c'est le fait qu'il est moins probable d'être exposé à quelqu'un dans le foyer, donc les risques à l'école, même si le taux d'incidence est moins élevé, il est plus probable qu'il soit exposé à l'école. L'autre chose qui n'est pas étonnant, donné que si on regarde tout ce qui a été infecté depuis la pandémie, c'est qu'un voyage à l'extérieur de l'Ontario. Moi, j'ai un étudiant en master qui regardait le stress psychologique en utilisant le K10. Même si cela n'est pas listé ici, je vous donne un teaser que 22% du personnel académique a eu un stress psychologique très élevé, ce qui marie très bien avec les trouvées de Kate au Québec. Le personnel plus jeune est plus élevé d'être stressé et les personnes qui aussi disent que la santé est moins étaient plus élevées et qui avaient des problèmes pour la santé de leur famille par rapport au COVID-19 aussi, ainsi que ceux qui ont dit que les pratiques de distanciation sociale en étant moins élevées, même si cela n'était pas statistiquement significatif, c'était impliqué et qu'il y avait plus des niveaux de stress psychologique plus élevés. Prochain. Donc, malgré un taux de vaccination élevé, nous croyons qu'il est nécessaire de maintenir les pratiques protectrices
comme le port du masque, la distanciation, etc., au cours des prochains mois ou années de la pandémie, y compris, et je crois que c'est important qu'on réfléchisse à cela, avec des contacts étroits, des personnes ayant eu une exposition. Et ça, c'est l'une des choses qu'on doit rappeler aux personnes. C'est s'il y a quelqu'un dans votre foyer qui a été exposé, vous aussi, vous devez pratiquer des pratiques protectrices. Je sais que c'est difficile et c'est le messager qui va être difficile sur cela. Prochainement, la communication. J'aimerais remercier notre équipe de l'étude, des docteurs Coleman et de Microlab, Sharon Strauss, Susan Bondi, de l'Université de Toronto et Dr. Alison McGeer. J'aimerais aussi dire merci à Christine Mesa du Microlab et à Kelly Fisher, notre coordinatrice d'études. Merci beaucoup, Brenda, pour votre partage de données avec nous, que nous pouvons partager ces informations-là. Notre prochain intervenant sera Dr. Pasquale Lovoa, qui est chercheur chez le centre d'hôpital. Il est pédiatre et professeur associé dans le département de pédiatrie de Colombie-Britannique. Il va présenter sur le suivi de la COVID-19 pour des écoles plus sécuritaires. Dr. Pascal. Il n'y a pas de son. Pascal, vous êtes là, peut-être vous êtes en silencieux. Le micro. Vous m'entendez maintenant? Oui. Pardon, Dr. Allen et les organisateurs de CITF pour faire cet événement possible aujourd'hui. J'étais instruit de limiter des diapos de méthodologie. Donc, j'ai posté un lien vers les données de l'école dans le chat plus tôt. Donc, vous pouvez trouver plus de détails ça prochain. Donc, notre étude est sur une collaboration entre Vancouver, de santé, et plusieurs comités d'éducation dans le Colombie-Britannique. Ça s'appelle le suivi de la COVID-19 pour des écoles plus sécuritaires. Si vous voulez avancer sur la première ligne. Donc, l'objectif principal est de déterminer la prévalence de l'infection par le SARS-CoV-2 parmi le personnel scolaire. Donc, c'était préoccupant. On avait peur que les cas déclarés de COVID parmi la communauté de l'école étaient sous-reportés à cause au nombre de professeurs qui étaient asymptomatiques. Donc, l'élément principal de cette étude, c'était une détection par anticorps. Aussi, notre deuxième objectif était de regarder la perception sur le vaccin et la santé mentale du communauté académique et scolaire. Nous avons collecté des données sur la distanciation, les pratiques de distanciation de COVID et les risques d'exposition. Si vous voulez descendre, donc, notre étude était avec 3 districts scolaires, Vancouver, Delta et Richmond, qui sont au sud de Vancouver. Et nous avions sérologie et questionnaire auprès du personnel scolaire. Et ensuite, nous avons révisé des cas de COVID, des données sur les cas de COVID-19 chez presque 50 000 étudiants et 7 000 membres de personnel, donc dans le district des scolaires. Donc, la sérologie chez 1500 personnes du personnel, presque 1600 entre 10 février au 15 mai. Je vais vous montrer comment cela correspond avec les cas au BC au moment de notre échantillon qui était représentatif de toute la population avec une même incidence. Comme vous voyez ici, la ligne plus épaisse sont les cas dans tout le district scolaire de Vancouver. Et celui qui est en gris sont tous les cas de COVID-19 à Vancouver dans les résidents. Donc, la partie plus en grise, plus
éclairs. Quand on a conduit un test sérologique avec la ligne rouge, donc on voit un peu après les premières 3 vagues principales avant la dernière vague à CB pour la variante Delta. Et Richmond, le district de Richmond, notre testing de sérologique a été mené au cours de la dernière vague. Je vous montre les données dans le prochain diapo. Donc, les résultats clés. La première chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une très grande perception de risque élevé et les indicateurs de risque chez les indicateurs de notion mentale, nous avions imaginé plus qu'on avait imaginé dans les autres études. Donc, les étudiants, le personnel est vraiment scolaire est vraiment sous le stress et que leur exposition au COVID est élevée. Et ce n'est peut-être pas très étonnant parce que 21% des personnes du sondage ont déclaré un contact étroit avec un cas de COVID-19, que ce soit un coéquipier, un membre de la famille ou un étudiant. Un peu plus de 16% de ces contacts étroits étaient perçus comme ayant eu lieu en milieu scolaire. Donc, c'est 278. Nous avions 24 infections confirmées par test viraux. Et à partir de ces 5, ont probablement contacté l'infection à l'école. Et leur impression quand on a fait les sondages. Et donc, c'est de toutes les expositions. C'est un très, très peu nombre d'expositions qui, à la fin, a fini par infection dans les écoles. Mais dans le cas où ça se produit, quand on a utilisé le test sérologique, pour des possibilités d'infection asymptomatique, on a 46 plus de pourcents. Donc, on a doublé à la fin notre district Vancouver. La séroprévalence était à 2,3% estimé. Et donc, c'est comparable avec la séroprévalence communautaire qui a été reportée et déclarée dans d'autres études. Avant de l'imprimer, nous avons pris les données. Nous attendions l'âge et le sexe, un groupe de donneurs de sang. Et en fait, à la fin, les donneurs de sang ne sont pas peut-être représentés dans la population, mais ils sont représentés partout. Il y avait une bonne représentation de la population scolaire. Et cette prévalence était un peu plus en dessous, mais et dans le Richmond Delta, district de Richmond Delta Vancouver, les échantillons, les tailles d'échantillons est plus petite. Et nous trouvons une séroprévalence de 4,0% en tant que préliminaire. Et nous avons comparé cela au communautaire, mais les échantillons sont plus tard suite à cette grande vague d'infection à CB. Prochain. Et pour conclure, on a trouvé aucune augmentation détectable de la séroprévalence parmi le personnel de ce district scolaire par rapport à un échantillon représentatif de donneurs de sang de la même localité. Et donc, l'enseignement en présentiel est possible sans augmentation significative du risque de perte pour le personnel scolaire lorsque les mesures d'atténuation étaient respectées. Donc, la leçon à retenir, c'est qu'on devrait faire tout effort pour limiter la transmission communautaire pour protéger le système scolaire. Et cela inclut les vaccinations et des choses qui sont déjà en train de se produire afin que les enfants puissent accéder à une éducation. Prochain. Donc, quelques mots sur les données de vaccins. 92% des professeurs voulu se faire vacciner et 82 disaient que c'était d'urgence qu'ils se fassent vacciner. Prochain. Donc, quand on a analysé les différentes réponses pour trouver un construct, on a trouvé la recommandation, donc le facteur de vouloir se faire vacciner. Donc, pour les enseignants, l'opinion des experts est très importante. Aussi, il faut comprendre les bénéfices et les inconvénients des vaccins et nous devons chercher une approche pour faire un acte contre les mauvaises informations en général et pour éduquer les gens sur la vraie susceptibilité à l'exposition au COVID-19.
J'aimerais remercier, arrêter là pour remercier l'équipe énorme, y compris l'école et le district de l'école, la santé publique à Colombie-Britannique, le santé de statistiques et de mathématiques, et notre grande équipe à l'hôpital de recherche pour les enfants. Prochain diapo. Bien évidemment, l'étude a été financée par le CITF. Merci Pascal, c'est un travail génial. Cela nous mène donc à notre dernier présentateur qui va se faire par Dr. Joe Kilna, que je connais depuis très longtemps. Maintenant, je voudrais présenter à notre dernier intervenant aujourd'hui, qui est Dr. Jim Kellner, spécialiste des maladies infectieuses, pédiatrie, professeur de pédiatrie à l'Université de Calgary et membre du groupe de direction de GTIC. Jim parlera des vaccins, de la synthèse et des implications politiques. Je suis ravie d'être ici. Merci à tous les chercheurs pour vos présentations aujourd'hui. Et merci pour avoir changé votre concentration de recherche pour travailler sur la pandémie, pour aider les Canadiens et pour faire mieux pour les Canadiens. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais juste vous présenter les principaux résultats et puis parler du contexte généralement et je vais terminer en fournissant quelques implications pour les politiques. Alors, les études que nous avons entendues aujourd'hui, tout d'abord, la réponse immunitaire consécutive à la COVID-19 demeure faible chez les enfants canadiens, si bien que la vaccination et les mesures d'atténuation, comme le port de masque, etc., demeurent essentielles. Et même si le personnel scolaire craint de contracter la COVID-19 par les contextes scolaires, les mesures d'atténuation semblent avoir fonctionné dans au moins certains contextes, n'est-ce pas? Alors, prochaine diapo. Alors, quelles sont les autres conclusions clés? Alors, au niveau de la santé mentale, l'école en classe ou présentiel est préférable pour les enfants, des adolescents et des parents. Et on sait cela, mais c'est important de le dire encore une fois, jusqu'à 80% des enfants et des adolescents sondés ont accru leur temps devant l'écran non éducatif pendant la pandémie. Et presque tous les enfants et des adolescents ont consacré moins de temps à faire de l'activité physique et cela a causé plus de stress. Alors, la plupart des parents sont d'accord que la vaccination est importante pour eux. Et nous avons posé les différentes questions là-dessus. Et comme nous avons entendu à Richmond Spring, et puis il faut avoir les voies dans lesquelles il y a de la confiance, non, pour se faire confiance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les implications vraiment pour les enfants dans le contexte de la COVID-19? Tout d'abord, nous savons au niveau mondial que nous savons que le long COVID chez les enfants est peu courant. Il y a un faible risque d'hospitalisation. Il y a un risque de décès extrêmement faible généralement. Et puis, ça paraît qu'il y a un risque plus faible d'affectation après la COVID-19. Mais quand même, ça c'est d'un côté et de l'autre côté. Lorsque les tests sont abondants, la proportion d'enfants ayant un diagnostic de COVID-19 est
proportionnelle à celle de la population locale. Entre 80 infections, 20% sont chez les jeunes. Alors, c'est important dans ce milieu. Maintenant, nous avons dans les milieux où il y a peu de vaccination, où il n'y a pas de mesures santé publique en place, il y a un taux plus haut. Et puis, les mesures c'est-à-dire, les résultats sont plus graves. Il y avait un rapport qui vient de sortir qui regardait le taux de vaccination et dans les États avec le quartile plus bas de vaccination et avec moins de mesures de santé publique, nous voyons une augmentation entre 5 et 8% d'une visite hospitalière et puis aussi aux soins intensifs dans l'État de Texas, par exemple, aux États-Unis, même si le risque est vers les enfants est bas. S'il y a plusieurs enfants dans un endroit hospitalisé, bon, il y a un risque augmenté d'être en soins intensifs. Alors, ça, c'est important de savoir que l'expérience dans les classes présentiellement était perturbée pour plus de 90% d'ensemble des enfants au début de la pandémie. Et dans le contexte scolaire, maintenant, au Canada, nous avons beaucoup de mesures de santé à travers le pays du Canada. Alors, il y a les différentes exigences au niveau de vaccination pour les enseignants, le personnel. Et puis, le port de masque, le lavage des mains, limiter le contact physique, c'est tellement varié dans le pays, à travers le pays et dans les mêmes provinces, il y a aussi les approches différentes au niveau de traçage des contacts. C'est maintenu dans certains endroits du pays, tandis que ce n'est pas maintenu dans les autres endroits. Alors, les implications au niveau des vaccins. Alors, il faut faire attention à l'acceptation de vaccination parce que généralement, parmi les enseignants et puis le personnel des écoles, c'est assez haut. Mais la vaccination dans les adultes va avoir une influence sur les enfants et sur les écoles. Ce n'est pas juste la vaccination, c'est aussi les mesures de sécurité. Et quand on parle des enfants qui peuvent être vaccinés, les enfants de 12 ans et plus qui ont été vaccinés il y a beaucoup une assez bonne acceptation entre 50 et 60%, mais il y a les enfants dans ce groupe d'âge qui ne sont pas protégés. Ils se trouvent dans les différents groupes, des différentes collectivités un peu partout au pays. Alors, il y a l'annonce au niveau du vaccin ARN messager. Quand ils ont parlé des bénéfices pour les jeunes enfants, ils ont présenté sur l'administration FDA des États-Unis. Il attend leur réponse très bien. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique au niveau des prochaines démarches. Ce qui va se passer avec l'usage des jeunes, ça dépend d'un calcul des risques entre les bénéfices, ça dépend de l'approbation réglementaire. Alors, il faut le faire en vitesse, rapidement, mais il ne faut pas être pressé. Il faut avoir le plus d'informations possible avant de réglementer cela.
Alors, la disponibilité du vaccin peut devenir un enjeu parce que nous savons que les dosages qui sont testés chez les enfants, ce sont des doses plus, les doses, moins de doses, c'est-à-dire. Alors, je voudrais juste parler maintenant au niveau des implications, mais je voudrais dire que le Delta, le variant de Delta et les autres vaccins, pardon, les autres variants présentent les difficultés. Nous savons, mais quand même, entre les maisons de santé publique et la vaccination fait une grande différence. Comment les choses vont dérouler? Nous avons déjà vu une première, la 4e vague en Alberta qui fait ses ravages parce qu'il y a un taux réduit de vaccination. Mais généralement, le taux de vaccination est assez haut au Canada, mais il y a les poches où il y a les personnes, les collectivités où il y a les personnes qui ne sont pas vaccinées. La vaccination va être importante pour les jeunes moins de 12 ans. S'ils sont acceptés et si les jeunes enfants se fait vacciner, il peut avoir un bon résultat. Cela peut contribuer à la quantité de la population qui est vaccinée, mais de l'autre côté, on ne sait pas exactement si cela va être approuvé pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, dans ce cas-là, il faut vraiment se faire vacciner un taux plus élevé des adultes le plus possible. Et ça peut être le cas que les enfants qui se trouvent à risque doivent être vaccinés. Mais on ne sait pas exactement, mais finalement, même si l'intention de vacciner les jeunes était assez haut dans toutes ces études, ça va être important de continuer de surveiller la sécurité pour toutes les personnes impliquées dans le secteur scolaire. Merci beaucoup. Merci, ça c'était formidable. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs questions dans la boîte de clavardage, mais je vais prendre le privilège de poser la première question que je vais diriger à Manish. Manish, brièvement, pourriez-vous nous donner juste un aperçu des tests sérologiques, si vous avez utilisé une approche dans vos approches? Est-ce que nous abordons les pommes et les oranges ou des différents types de pommes? Ça dépend du prélèvement des échantillons. Nous avons eu les taches de sang sèches, les échantillons de singe sèches et l'antigène du speaker de SARS-CoV-2 a été usé, mais au niveau des échantillons, avec le travail que nous avons fait, et les autres peuvent commenter sur leurs propres études, mais nous savons à travers des échantillons de sang séché, l'analyse est plus basse. Si les gens ont eu les anticorps trop bas, ils ne peuvent pas être détectés. Alors, ça ne représente pas le taux réel et je pense aussi que c'est vraiment un essai approuvé par Santé Canada. Il y a les autres tests qui sont plus sensibles. Mais c'est une question d'équilibre. Pour l'étude, nous essayons de répondre à plusieurs questions, mais pour notre étude, c'était vraiment important de atteindre toute la population de la Colombie-Britannique et c'est difficile d'avoir les échantillons de sang des jeunes alors et pour avoir l'accès à un laboratoire. Alors, nous avons décidé de sacrifier les études parfaites là-dessus et je vais laisser que les autres parlent là-dessus.
Merci beaucoup, Manish. Nous allons avancer à la prochaine question. Je sais qu'il y a sur d'autres plateformes, mais au moins pour mettre en valeur les différences principales entre les différentes plateformes. Donc, la prochaine question, je vais diriger peut-être vers Jim. Comment est-ce qu'on peut être certain qu'il n'y ait pas des implications à longue durée du COVID-19 sur les enfants et surtout sur le fardeau du long COVID sur les enfants? Oui, donc je crois qu'en fait, c'est très important, une question très importante, qu'il faut que ça évolue aussi dans le temps. La préoccupation principale avec les enfants, au moins des adultes, c'est que cela devient de plus en plus mieux établi. On peut obtenir des conséquences de longue durée du COVID sans avoir une maladie significative et symptomatique. Ça veut dire que cela peut se produire dans les personnes qui ont eu des symptômes minimes. Et donc, comme il y a beaucoup d'enfants qui ont eu le COVID-19, des résultats positifs, au moins une troisième partie sont asymptomatiques et 2/3 ont des symptômes limités. C'est là où vient la préoccupation. C'est important d'y arriver avec les données, c'est d'avoir des grandes études. Il y en a une au Canada. La meilleure source des données sur cela vient du Royaume-Uni, sur grande échelle, des sondages à grande échelle qui regardent la question de la durée des symptômes qui se produisent suite à l'infection du COVID dans une population contrôlée. Ça, c'est très important parce que tellement des symptômes qui se produisent après le COVID, comme des problèmes respiratoires et cardiaques. Mais ensuite, il y a d'autres symptômes qui sont non spécifiques, liés à la fatigue et la concentration, qui peut se produire même si on n'a pas eu le COVID. Donc, c'est très important de regarder les populations contrôlées. Comment est-ce que cela se produit après les gens qui ont eu le COVID par rapport à des populations de contrôle? Donc, on est en train d'y arriver sur le risque et la prévalence exacte de cela nous viendra dans le temps. Mais c'est le travail dans grande échelle, y compris dans le Canada. Une autre question liée aux bénéfices et inconvénients de vacciner les enfants. Basiquement, l'essence, c'est pourquoi est-ce qu'on pousse vers la vaccination pour les enfants si des populations adultes vulnérables ont été déjà vaccinées? Qui aimerait répondre à cette question? Peut-être Jonathan? Oui, sans problème. Merci. C'est une excellente question. Le thème, c'est que les enfants ne sont pas affectés ou semblent être moins affectés par rapport aux adultes, par rapport à la maladie du SARS-CoV-2 et pourquoi les vacciner. Mais je crois que si on va regarder un pas en arrière, si on ne vaccine pas les enfants, les personnes plus vulnérables, va être nos enfants. Ça, c'est une inégalité que je crois qui est complètement pas acceptable à la plupart des gens. Donc, une poussée vers la vaccination, si on a des résultats sur la sécurité. Comme le docteur disait, il y a peut-être des implications à longue durée à partir de l'infection qu'on méconnaît actuellement. Et ce qu'on peut faire, un vaccin efficace et sécuritaire. Il y a beaucoup de cohortes qui mènent depuis des années et on va suivre des enfants pendant plusieurs années à venir. Et donc, on peut trouver la solution, les réponses. Oui, c'est très bien. Merci. Il y a une autre question liée à la portée du masque, au port du masque, la transmission parmi les écoles et pas, même si on ne porte pas des masques. Donc, pourquoi est-ce que à la conclusion que masquer les enfants est une intervention pratique importante? Qui aimerait répondre à cette question? Jonathan, vous voulez y répondre? Oui, ça serait bien que des autres, mais moi, de toute façon, la question sur les masques ont été en grande réussite dans beaucoup de populations et des groupes à risque. Et c'est raisonnable que cela devrait aussi avoir de la réussite dans ces environnements. Il y a aussi de la recherche
qui en soutien de cela. Donc, c'est quelque chose de raisonnable que les écoles fassent. C'est Brenda qui parle. Il y a des études qui sortent des États-Unis la semaine passée qui comparent les écoles qui portaient des masques et les autres, les écoles qui n'avaient pas. Et celles avec des masques avaient moins de détection. Génial. Une autre question. Est-ce qu'il y existe des études sur la soutenabilité des anticorps, donc ceux qui ont eu le virus ou qui ont reçu un vaccin ou qui ont été 2 vaccins ou une combinaison d'infection et vaccination? Tim, voulez-vous faire un commentaire? Vous êtes en silencieux. On passe donc. Désolé, je ne connais pas les études qui ont regardé la durée de l'immunité. Je connais les études, surtout dans la vaccination, mais j'ai bien vu certaines données qui suggèrent que les enfants, que oui, développent une immunité robuste et de longue durée en général, mais d'autres peuvent avoir des informations plus précises sur il y a moins de protection post-vaccination ou post-infection. Quelqu'un qui souhaite rajouter quelque chose? Oui, brièvement. C'est une histoire qui est en train d'évolution parce que avant la pandémie, il n'y avait virtuellement aucune donnée. Une étude de la part du Royaume-Uni dans les années 90 qui regarde la durée de l'immunité suite à une exposition au coronavirus. Et donc, ce qu'on voit, c'est des études qui regardent en haute précision la réponse immunitaire et la réponse cellulaire et aussi des anticorps et les réponses après une infection. Et ces études sont maintenant, ça fait 8 mois. Mais ce qu'on voit avec le temps, plus qu'on avance dans le temps, on va avoir un aperçu. Ça semblerait, comme adulte, si vous avez une infection par COVID, sont des symptômes significatifs. Si vous êtes en bonne santé, vous allez avoir une réponse immunitaire robuste pendant plusieurs mois. Toutefois, cela est variable et c'est une chose qui ressort. Après avoir une infection acquise, le système est très vulnérable. Donc, même dans les personnes avec en bonne santé, et si vous avez des conditions, maladies, cette réponse peut être plus bas. La combinaison de vaccination l'infection plus vaccination, c'est encore une autre chose sur les données qui accumulent. Il y a des bonnes preuves que vous avez une meilleure protection. Si vous avez reçu au moins une dose de vaccin après avoir eu une infection, on verra avec le temps. On va avoir beaucoup plus d'informations, on sera plus intelligent sur ces questions-là parce que nous aurons accumulé autant plus de données. Mais vous avez probablement une protection suite à une infection ou un vaccin et que vous avez reçu suite à un vaccin et probablement on va avoir besoin d'un vaccin supplémentaire avec le temps. Les détails de cela fine, c'est-à-dire sont en évolution dans nos regards. Brenda Coleman, la prochaine question. Sur le test et garder les écoles ouvertes, c'est quel rôle qui joue cela? Je crois que cela peut être très important, donné que nos enfants ne peuvent pas être vaccinés à ce moment-là, qu'avec les tests, c'est la seule façon qu'on saura s'il y a la transmission dans les écoles. C'est quelque chose d'important de le faire et on devrait continuer de le faire dans les écoles qu'ils font. Et même les tests rapides, c'est beaucoup mieux que rien. Et cela suggère vraiment que les continuent de se faire tester, même avec les travailleurs qui ont été vaccinés. Je regarde les questions et le temps aussi. Ce que je vais faire, c'est de poser la question, de demander à Kate
de nous laisser avec un message à retenir à partir de votre travail. Je fais pareil pour Pascal. Merci. Donc, je crois que le message à retenir, c'est important de continuer à contrôler la séroprévalence, surtout sans une couverture de vaccination des enfants plus jeunes, avec les variations des virus et la transmission, et aussi de réfléchir vraiment sur les conséquences et l'impact du COVID sur nos enfants. Je crois qu'au début, on avait des préoccupations sur les impacts cliniques du COVID. C'est bien évidemment important, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres conséquences qu'on n'a pas prêté l'attention de cette pandémie. Et passons à Pascal. Je suis d'accord avec Kate. Jusqu'à date, l'expérience était qu'il y a eu très peu ou relativement peu de retransmission dans les écoles, mais les choses ont changé avec ça. On passe à la prochaine étape de la pandémie avec le variant Delta et donc avec la vaccination. Ça serait important de contrôler cela afin de nous assurer qu'on puisse mettre en place des solutions à chaque juridiction. Megan, merci beaucoup. Megan? Oui, je suis d'accord avec ceux qui ont parlé avant moi par rapport à l'étude de cohorte et aussi qui target les enfants. Nous avions des choses qui existaient avant la pandémie. C'est une opportunité de exploiter ces données pour démontrer la résilience contre la pandémie et le stress. Ça peut nous informer beaucoup sur comment les soutenir pour se faire face aux autres pandémies et autres vagues. Et il s'agit de mettre dans l'avenir un contrôle continu. Merci à tous. Malheureusement, notre temps est fini. Merci à tout le monde pour le CITF. J'aimerais remercier aussi nos intervenants aujourd'hui. C'était génial. Je vous encourage donc d'assister au deuxième séminaire dans la série qui va avoir lieu fin octobre. Le sujet va être des soins de longue durée. Le CTF et Scan COVID, ils vont annoncer cet événement dans leur bulletin. Donc, restez attentifs aux détails. Cela conclut notre événement d'aujourd'hui. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. We would like to thank our speakers and members of our network for their continued support and participation in Canada's pandemic response. If you are interested in learning more about CanCOVID or joining our Pan-Canadian COVID-19 Research Network, please visit our website at www.cancovid.ca. Nous tenons à remercier les conférenciers et les participants d'aujourd'hui pour leur temps. Nous voulons aussi remercier les membres de nos réseaux pour leur soutien continu et leur participation à la réponse du Canada à la pandémie. Si vous souhaitez assister à nos événements mensuels Résultats et implications de la recherche, veuillez consulter l'un ou l'autre de nos sites Web pour obtenir de plus amples renseignements.